Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Chaise. Vous êtes président de l'APM, Association Progrès du Management. Alors, dans quelques jours va s'ouvrir la convention de l'APM. Vous avez choisi cette année un thème assez original, les nouvelles frontières de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi ce thème de frontières ? Écoutez, on est parti d'une constatation, c'est que cette convention qu'on fait tous les 2 ans, quand on a programmé le thème il y a 2 ans, tout le monde disait on vit dans un monde ouvert, un monde global, un monde plat. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec le changement permanent dans ce monde-là, il y a tous les jours des ruptures nouvelles, des changements de paysage imprévisibles, imprévus, et du coup une grande difficulté des frontières mentales, géographiques, dans tous les sens qui s'ouvrent. Et on s'est dit que ce serait intéressant de se poser la question de ces frontières-là, de celles qui nous concernent au plus profond de nous-mêmes, et en même temps celles qui interpellent nos entreprises dans le quotidien. Donc on a choisi ce thème-là, à la fois pour la notion de frontière, mais aussi pour la notion d'horizon, et pour les territoires que ces frontières vont dessiner, et puis pour les chemins qu'on va prendre pour essayer de faire avancer le projet de l'entreprise. Alors, quels sont aujourd'hui les grands enjeux selon vous du management ? Est-ce que ce sont des nouvelles techniques à adopter ? Est-ce que ce sont de nouveaux rapports du relationnel à inventer avec ses salariés, l'environnement ? Les grands enjeux du management, au-delà des dimensions techniques que chaque métier peut avoir, je crois qu'il y en a 2 principaux. Le premier, c'est la frontière des marchés. Si le monde évolue très rapidement, les marchés évoluent, les clients évoluent, les comportements évoluent, et il faut être capable de pouvoir les suivre. Par exemple, le monde a grandi et du coup les marchés de masse se sont agrandis, et en même temps Internet a permis de développer des marchés de niche très importants, donc il faut être capable de comprendre ces enjeux-là, d'intégrer éventuellement les clients dans la création de valeur de l'entreprise, d'intégrer les fournisseurs. Donc ça c'est des enjeux très très forts et qui sont premiers et qui traversent toutes les entreprises, quel que soit leur métier. Le deuxième enjeu qui découle directement du premier, c'est que si on veut faire une offre sur un marché qui change, il faut être capable d'avoir une organisation qui s'adapte. Et on s'aperçoit aujourd'hui que de la même façon que le client demande une valeur durable et personnalisée, et bien de la même façon, il faut qu'on ait une organisation qui soit à la fois durable et personnalisée, donc qui s'oriente autour des personnes autant que des processus. On parle beaucoup des processus, de l'organisation et de la discipline, mais il est de plus en plus important, on se rend compte, d'avoir une créativité permanente pour pouvoir reconsidérer l'organisation de l'entreprise en permanence. Alors, en ces temps de crise, on remet énormément en cause certains modèles économiques, le capitalisme. Est-ce qu'on remet également en cause certains modèles de management ? Oui, disons que le management a été fondé dans les années 1900, au moment où l'industrie de masse se développait, et du coup ce qu'on a développé dans le management, c'est la capacité à reproduire des organisations et des produits. Et donc ça, je dirais, le savoir-faire dans la reproduction, c'est quelque chose qui est le fondement du management. Mais ainsi que je l'indiquais à l'instant, de plus en plus les gens ont besoin d'avoir une offre qui se personnalise et qui les accompagne, et de ce fait il faut intégrer dans le savoir-faire au quotidien une dimension de savoir changer au quotidien, et donc il faut que l'organisation, que les personnes dans l'organisation aient à la fois la possibilité de reproduire, d'avoir cette discipline collective, et en même temps de pouvoir mettre de l'inventivité, de la créativité, de pouvoir se réorganiser rapidement. Et ça, c'est un enjeu difficile parce que la façon dont on va traiter une organisation va être très différente si on est uniquement dans l'organisation de la reproduction ou dans l'organisation de l'innovation. Il faut faire les deux en même temps. Aujourd'hui, on est condamné, mais c'est un bel enjeu. C'est vrai que dans vos propos, on voit en filigrane se dessiner quelques qualités indispensables aux managers. Quelles sont selon vous les autres qualités qui seraient indispensables aux managers de demain ? Écoutez, moi je vois trois qualités principales pour un manager, que ce soit d'une grande ou d'une petite entreprise. Il n'y a pas de différence. La première, c'est que dans la mesure où il faut qu'il ait un marché, il faut qu'il arrive à comprendre comment va évoluer le projet de son entreprise, donc de faire de cette frontière un horizon, donc d'être capable de réfléchir sur ses propres frontières à lui, celles de son métier, celles de ses personnalités ou de l'histoire de son organisation, et à partir de là, d'essayer de dessiner un territoire qui corresponde à la fois à la capacité de son entreprise et puis aux besoins du marché. Et pour faire ça, il faut sortir de son entreprise. Je dis souvent qu'un chef d'entreprise qui s'en sort, c'est un chef d'entreprise qui sort. Il faut aller voir d'autres chefs d'entreprise, à l'évidence. C'est ce qu'on fait beaucoup à l'APM, mais il faut aussi rencontrer, ce qu'on fait à l'APM, d'autres gens qui viennent d'autres horizons, des experts, des paléontologues, des sociologues, des historiens, des philosophes, des géographes. Et tous ces gens-là vont
avec leur point de vue, vous parler de leur environnement, de leur monde, et en faisant le chemin vers eux, on peut ensuite revenir vers son entreprise avec un regard différent, et ça je pense c'est une façon de s'ouvrir et puis de percevoir ces fameux signaux faibles dont on parle beaucoup mais que personne ne voit souvent, et ça c'est une façon très quotidienne de pouvoir le faire. Ça c'est la première qualité. La deuxième qualité, mais je crois, et là aussi c'est valable pour les grandes entreprises et pour les petites et peut-être encore plus pour les grandes, c'est de partir du terrain. L'entreprise, c'est un art d'exécution, il faut être capable de produire le produit ou le service, et donc il faut que le chef d'entreprise soit présent dans son entreprise pour bien comprendre ce qui se passe, et à partir de là, je dirais, monter la réalité en concept, et puis faire l'aller-retour en permanence pour se remettre en cause. Et la troisième qualité, c'est l'audace, hein, qui est le propre de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'est-à-dire prendre un risque, et pas un risque fou, pas un risque, je dirais, de héros, mais le risque de quelqu'un qui a réussi à désapprendre tout le système ancien pour essayer de construire quelque chose de nouveau, et donc d'avoir cette audace d'inventer une réalité nouvelle, et surtout, et une responsabilité de ne pas le faire tout seul. Cette audace-là, il faut la partager. Et c'est vrai que la responsabilité principale d'un chef d'entreprise, dans cette troisième qualité, c'est de pouvoir entraîner toute son équipe, je dirais avec le maximum de plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir à entreprendre, l'entreprise ne dure pas longtemps. Quand on pense management, on pense peut-être souvent à tort à des grandes entreprises, des grosses structures. Est-ce que selon vous, le chef d'une petite entreprise doit penser aussi le management, doit penser en manager? Écoutez, moi je ne vois pas trop de différence entre un chef d'entreprise d'une grande entreprise et une petite entreprise. De toute façon, le chef d'entreprise d'une grande entreprise, il va gérer une dizaine de personnes en direct, et puis ces personnes-là vont diriger une dizaine de personnes en direct, etc. etc. Non, ce qui est plus important, c'est qu'il garde toujours à l'esprit, encore une fois, qu'il y a un but à cette entreprise, et ce but-là, c'est lui qui en est responsable. On fait intervenir un consultant japonais qui s'appelle M. Shiba, et qui dit qu'il faut avoir le troisième œil. Il est le troisième œil de l'entreprise, celui qui prend du recul et qui peut voir quel est le but. Ça, c'est ça. Et ça, qu'on soit dans une grande entreprise ou une petite entreprise, on a la même responsabilité. Si, curieusement, d'ailleurs, il est plus facile pour un chef d'entreprise, une petite entreprise, quoi qu'il pense, il est plus proche du terrain, donc il est plus en capacité de voir, alors que le chef d'une grande entreprise, il voit au travers du regard des autres, du fait de son organisation. Par ailleurs, un chef d'une petite entreprise, il peut, et ça c'est la deuxième dimension, il peut être plus proche de la réalité de ses troupes, et donc il peut faire le chemin entre le concept et la réalité plus rapidement. Et en ce qui concerne l'audace, je pense qu'il est plus capable qu'un chef d'entreprise d'une grande entreprise de communiquer au quotidien sur les incertitudes, sur les envies, sur les désirs. Donc tout ça, je crois que, in fine, ça se résume à des capacités humaines qu'il faut être capable de bien intégrer et ensuite de bien transmettre avec les personnes avec lesquelles on travaille tous les jours, qu'on soit dans une grande ou une petite entreprise. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Chaise, et merci pour cette thématique autour de la frontière passionnante. Merci.